ça me fait penser à une phrase qu'on m'a déjà dite. Un garçon ne pleure pas. Yeah. On a tous entendu celle-là. Ouais. Un garçon ne pleure pas. I've been there. I've been there. I've been through it. I've been through it. I'm sharing it. I'm sharing it. And most importantly, And most importantly, I matter. I matter. Aujourd'hui, on est avec HMRK, Joe Kingston. Yann, l'artiste. très intéressant et on est là pour parler de pourquoi les hommes ne parlent pas souvent de leur santé mentale. L'épisode va se dérouler très simplement. On va commencer par aborder des sujets assez personnels pour chacun, qui va un peu parler, s'ouvrir et ensuite ils vont nous donner les raisons pour lesquelles ils ne parlent pas souvent de leur santé mentale ou ils ne s'ouvrent pas assez sur le sujet. On va commencer avec Joe, qui va nous parler aujourd'hui De dépression. On va l'écouter et on va ensemble ouvrir une petite discussion sur le sujet et voir ce que nos autres hommes ont à dire par rapport à ça et ce que lui-même il a à dire par rapport à ça. Du coup, je vais parler de dépression. Et la première fois que j'ai connu la dépression, c'était en 2019. Et ouais, j'étais déjà en France, j'étais à Paris. Et je venais de finir mes études, d'être diplômé. Et c'était la période où j'étais en train de chercher un boulot, où tu refais ton CV, tu l'envoies à plusieurs boîtes, t'essaies de l'adapter aussi à chaque entreprise. T'as pas de retour, ou soit quand tu fais passer des entretiens, on te dit ah ouais monsieur, vous êtes étranger, on ne pourra pas vous payer le salaire assez conséquent, on ne pourra pas faire de changement de statut, ça va être compliqué. Du coup, à chaque fois, moi, ça me mettait down tout le temps, le fait de recevoir autant de refus et de me dire que ouais, mon titre de séjour, il va bientôt expirer. Comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire pour manger, comment je vais faire les trucs. Et je suis tombé dans une grosse dépression, je me suis enfermé chez moi, je sortais plus. Et de l'autre côté, pour avoir de l'argent, j'ai commencé à chercher un boulot. J'avais jamais fait de job. Au Bénin, je faisais pas de job, j'ai fait Dakar aussi. J'ai jamais travaillé. Et j'ai dû chercher un job et j'ai trouvé un job à Franprix. Et histoire de pouvoir payer au moins mon loyer là-bas parce que, je vois, mes parents, ils bossaient plus. Donc, j'allais pas dire à ma mère. Tu vois, ma mère continuait à m'envoyer de l'argent, des économies qu'elle avait fait. Mais je voulais quand même qu'elle garde son argent parce que moi, moi, je suis là, je peux travailler. Je peux faire n'importe quel job. J'étais prêt à même à faire de la plonge, histoire d'avoir de l'argent de côté et de payer au moins mon loyer. Et j'étais tellement mal. J'ai trouvé le job et tout à Franprix, j'allais tous les matins. Et à un moment, mon manager, il était très désagréable. Je pense que le mec, il n'a même pas de licence. Je pense qu'il a limite un bac. Mais il était très désagréable avec moi. Et pendant cette période, en fait, j'avais des entretiens en même temps. Donc, un jour, je lui ai dit que ouais, que moi, je devais bouger pour faire un entretien et tout. Il m'a dit non, quel entretien? En fait, pour lui, moi, je suis venu, je vais rester là et faire toute ma vie là. Parce qu'il y avait une dame, une de mes collègues, qui avait fait 20 ans dans le Franprix là. Et moi, j'ai dit à mes collègues, yo, moi, je me suis dit, moi, je veux pas faire 20 ans, moi, je veux pas faire bac plus 5 et aller faire tout ça là. Et un jour, je suis allé, il a commencé à mal me parler devant les clients, me parler comme si c'était même, mes parents m'ont jamais parlé comme ça. Et moi, je lui parlais calmement, tu vois, à la limite, il me criait dessus. Et je lui ai dit, ok, c'est comme ça, moi, je me tire. Et je me suis barré. Et ça m'a encore plongé plus, parce que j'étais à la maison, je faisais rien. Et un jour, j'ai changé de photo de profil sur WhatsApp. Et directement, ma mère m'a appelé. Elle m'a dit, il se passe quoi? J'ai dit rien. Elle m'a dit, non, ça va pas. Parce que juste en regardant mes yeux sur la photo, elle m'a dit, ouais, tu vas mal et tout. Non, parle-moi et tout. Et de base, je parlais pas, je n'aimais pas exprimer ce que j'ai, ce ressenti. Parce que même en Afrique, il y a ce truc en mode, ouais, tout ça c'est pour les blancs, etc. Et j'aimais garder tout pour moi. J'aimais pas partager ou dire même à un ami ce que j'avais, ce que je ressentais. Et j'étais aux études à Rony-sous-Bois. J'étais seul dans le bâtiment. Donc je savais pas à qui parler et voilà. Et là, j'ai parlé à ma mère, je me suis déchargé. Et par la suite, quelques jours plus tard, j'ai eu un entretien et tout.
Et on m'a dit, ouais, passe dans 2 semaines, tout ça. Et j'étais tombé sur Afro Nation. Je me suis dit, vas-y, il me restait 600 € dans mon compte. J'ai pris mon billet, je suis allé, je me suis dit, fuck, j'y vais. Et le bien, en fait, je fais ça pour mon bien-être. Je suis allé avec des amis, on a fait 4 jours. Et le fait d'aller là-bas, de changer d'environnement, d'être avec des potes et tout, de m'amuser, de faire ce que j'aime faire, les concerts, la musique, rencontrer du monde, ça m'a fait changer d'humeur. En fait, je suis revenu ressourcé et j'allais mieux. J'ai passé l'entretien et j'ai eu le boulot. Et c'était la seule fois, en fait, le fait de me dire que je vais peut-être avoir, je vais plus avoir d'argent, mais je vais plus pouvoir payer mon loyer, comment je vais manger, ma mère qui m'envoie ses économies. En fait, tout ça me mettait tellement mal que je ne voulais plus rien faire. Limite, je vais pas dire que j'avais des trucs suicidaires, mais j'avais plus goût à rien, tu vois. Et ce sentiment, je l'ai jamais eu. Et c'est pour ça que mon regard était évasif. Même ma vie m'a dit non, ça va pas, il faut faire attention, etc. Le fait d'aller en vacances, de revenir, d'avoir ce entretien-là, et de voir que ça avançait très bien, m'a fait sortir la tête de l'eau. Et je me suis dit, vas-y, ouais, la dépression, c'est quelque chose. C'est chaud. Voilà un peu mon histoire. Du coup, on va laisser les gars rebondir s'ils ont des choses à dire. On les écoute. Avec ce que je viens d'écouter, donc avec l'histoire de Joe que je viens d'écouter, je ne sais pas si ce que moi j'ai vécu peut être qualifié de dépression. C'est un mot assez fort. J'ai des épisodes de down qui ne me quittent pas. C'est depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai l'âge de me souvenir de quelque chose. J'ai des périodes où je me sens vraiment plus bas que terre, où j'ai besoin d'être dans mon coin. Et je vais pas forcément savoir à cause de quoi, justement, je suis dans cet état. Je vais pas qualifier ça de dépression, parce que dans cet état, j'ai pas d'idées suicidaires, j'ai pas envie de me tailler les veines ou de me faire du mal et tout. Je suis juste dans mon coin, je ne parle pas, j'ai pas forcément envie de voir du monde. Et c'est des épisodes, en fait. Des épisodes qui peuvent arriver une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. C'est un truc assez compliqué en couple quand tu dis à ton partenaire que tu as besoin de temps pour toi, que tu vas pas lui écrire pendant une semaine, par exemple, que c'est pas sa faute, hein, tranquille. Juste j'ai besoin du temps pour moi, de temps pour moi. C'est des trucs que j'ai pas pu tenir en couple parce que quelque part, tu sens que la personne à côté comprend pas forcément que tu as besoin de prendre du temps pour toi, que t'as pas forcément envie de parler, que c'est pas à cause d'elle. C'est pas de ta faute. Voilà. Et en couple, c'est des épisodes qui font que je vais de temps en temps aller checker l'autre pour voir, ah, tu vas bien, j'espère que tu m'en veux pas par rapport à mon retrait et tout. Depuis que je suis célibataire, c'est un peu plus intéressant parce que je m'isole comme je veux et tout, je disparais. Il y a certains potes qui vont pas forcément comprendre ces épisodes, mais bon, j'ai appris à vivre avec, donc c'est ce que j'ai comme expérience par rapport à des mini-downs. Je vais pas appeler ça des dépressions. Donc Mais voilà. comment tu arrives à surmonter ça? Euh, Est-ce que t'as des choses que tu fais, des petites choses que t'as remarqué que quand tu fais ça, tu vas un peu mieux? Rester seul dans mon coin, je reste évidemment pas sur mon lit à regarder en l'air et tout. Bah, je regarde des mangas, je pleure devant des séries. Je pleure beaucoup devant des séries. Euh, Quel genre de série? des K-dramas, souvent. Des drames, ouais. Des trucs du genre. Juste, c'est comme si j'avais un trop plein d'émotions Ouais. que je devais laisser sortir. Mm. Ça va être des trucs vraiment tout bêtes. Une personne qui est gentille dans un film ou dans un animé, je vais commencer à pleurer là. Je me dis, ah putain, c'est trop triste. Ah. Et dans ce moment, c'est assez triste. Je me dis, je ne peux pas partager ça avec quelqu'un. C'est dommage. Mais bon, je kiffe ma tristesse moi-même. Je pleure un bon coup. Ça passe. Et c'est comme si j'avais un regain d'énergie. Ça regain, l'énergie revient. Je fais ma vie. C'est comme dans les jeux vidéo. Voilà, tu as le personnage avec ses PV. Et quand je sociabilise avec les gens, j'ai mes PV qui diminuent un peu. Et quand j'arrive dans le rouge,
Je dois retourner dans la salle du temps, Ouais. faire tout ce qui est mauvais, me laver, comme disent certains, me laver, recharger mon énergie et ressortir. Je vais pas dire, est-ce que c'est ça l'introversion? Peut-être. Ouais, justement, moi, c'était, enfin, en fait, j'ai deux points. Le premier point, tu as commencé à parler de, enfin, dépression, de pas savoir si c'est vraiment de la dépression, et tu l'as tout de suite associé à, Des moments enfin, de down. enfin, non, mais surtout, enfin, il s'est dit, bah, c'est peut-être pas de la dépression parce que j'ai pas de pensée suicidaire. Et, enfin, moi, sur ce point-là, enfin, je me connais pas énormément. Mais pour moi, je pense qu'il y a plusieurs, enfin, il y a plusieurs stades, il y a plusieurs étapes, et donc, enfin, tu peux être en dépression sans pour autant aller à ce stade où Avoir t'as des des pensées pensées suicidaires. suicidaires. Enfin, pour moi, en guillemets, ça n'invalide pas ta dépression. Ça, c'est mon point de vue. Et le deuxième point, c'est, t'as parlé de ces moments de down. Donc, est-ce que pour toi, c'est des moments qui sont inévitables, donc indépendamment de ce que tu traverses dans la vie, ou c'est vraiment, enfin, c'est influencé ou occasionné par des choses qui t'arrivent? Parce que pour moi, enfin, il y a une vraie différence. Il y a des personnes qui ont besoin justement de ces moments-là tout seuls dans leur coin pour se retrouver, ou parce que justement enfin leur batterie sociale est à plat, et donc ok, j'ai vu beaucoup de monde là, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même et de voilà, juste de kiffer ma vie en fait avec moi-même. Et après, bah ok, je pourrais revoir d'autres personnes. Et sinon, bah il y a des personnes qui se renferment vraiment. Et je pense que ça c'était le cas de Joe, parce que justement il était vraiment pas bien. Bah, à mon niveau, je crois que c'est nécessaire. À un niveau dans ma tête, je me dis, j'ai besoin d'être seul. C'est pas par rapport à l'interaction des gens avec moi, genre il m'est arrivé un truc, j'ai besoin d'être dans mon coin. À force de traîner avec des gens, je me dis, stop Émeric, tu peux plus. Tu n'en peux plus vraiment. Et du coup, là, je me renferme sur moi pour me recharger. À un niveau, j'ai essayé de d'éluder plutôt ce sentiment-là, de faire comme si de rien n'était, de continuer à vivre et de De te forcer, forcer. voilà. Mais plus je continuais à forcer justement, plus j'allais mal. Il y a une période où on a eu vraiment beaucoup d'anniversaires, vraiment. On enchaînait les anniversaires. Chaque week-end, il y avait un anniversaire ou une soirée. Je crois que c'est un été où je me suis beaucoup amusé, mais après j'ai disparu en fait, genre dans mon coin en fait. J'avais du mal à refuser par exemple les invitations, de dire ah c'est une personne que j'aime bien, j'aimerais bien y aller et tout. Donc je dis ok. Après je me voyais mal refuser leurs invitations. Mais une fois que j'étais sur place, au lieu de d'enjoy le moment avec les gens qui sont autour de moi, bah j'ai hâte, je pensais à mon lit en fait, à ma maison. Genre j'ai hâte de rentrer chez moi. Ce qui fait que quand je force sur ce genre de moment, bah je vais encore plus mal plus tard. J'ai besoin de plus de temps pour me ressourcer. Je crois que c'est jamais allé jusqu'à un mois, peut-être 2 semaines et tout. Et après, je reviens frais comme un gardon, prêt à tout déchirer. C'est pour ça que souvent, même dans le groupe sur WhatsApp, il y a beaucoup de choses que tu déclines. Ouais. Là, je comprends mieux sur le truc. Ben, en fait, même en déclinant, à une époque, en déclinant, je me sentais vraiment mal de décliner. Parce que vraiment, j'avais l'impression de manquer des moments importants dans la vie de mes amis ou dans le groupe, justement. Mais à un niveau, je me suis dit, c'est pour ma santé, en fait, Ouais, que je fais ça. c'est soit les autres, soit c'est Donc, toi. oui. Avant, je trouvais des excuses au non. Là, c'est non, je ne peux pas. Désolé, Joe, pour la piscine et tout, mais bon, vas-y. C'était marrant sur ça. Quand tu as un poney, là. Ouais, non, je connais. Ok. Alors, moi, ce que je voulais rebondir un peu sur, comme on parle de dépression, on est rentré dans le sujet un peu sans pouvoir définir ce qui caractérise concrètement la dépression. Parce que toi, justement, tu parlais de moments de down et tu pouvais pas être sûr de définir ça. Donc, je suis allé chercher comment est-ce qu'on se caractérise ça. La dépression se caractérise par une tristesse persistante et un manque d'intérêt ou de plaisir pour des activités auparavant enrichissantes ou agréables. Elle peut également se traduire par un manque de sommeil et d'appétit. Donc voilà ce qui caractérise concrètement
Parce que c'est qu'une dépression, tu vois. Et moi, personnellement, je pense qu'en lien avec cette description, pour moi, la dépression, c'est un processus. On tombe pas en dépression comme ça. Il y a d'abord, effectivement, le moment de down. Et si ça se répète, au fur et à mesure que ça se répète, bah, là, tu rentres dans le truc, justement, de la dépression, quoi, tu vois. C'était juste apporter cette notion-là, ça me semblait important dans ce dont on est en train de parler, pour pouvoir nuancer. Celui qui parle de dépression et toi qui parles plus de moment de down, de retrait, justement, pour se ressourcer, parce que c'est assez différent. Totalement d'accord. Après, quand on sent qu'on est déprimé, après quelqu'un, à un niveau, on le sait, tu vois, Joe, par exemple, il a parlé de dépression. Moi, je parle de down. Mais le meilleur moyen, évidemment, d'être sûr de ce qu'on a, c'est d'aller consulter, évidemment. C'est vrai. Il faut se faire diagnostiquer. Je sais pas, il doit y avoir des étapes à suivre pour savoir si c'est juste des épisodes de down. Bon, je dis juste, mais bon, c'est entre griffes. Ou si c'est une dépression un peu plus avancée. Voilà. Moi, je pense que c'était peut-être aussi des épisodes de down. C'est possible, donc, soit dépression, soit down, mais c'était des moments où j'allais... Si c'est vraiment un truc comme on dit, c'est répété, tu vois. Genre, si c'était vraiment sur une longue période, pour moi, c'est une dépression. Ouais, Juste que comment tu le racontais, comment je me suis mis à ta place et je me suis dit, franchement, si c'est comme ça, pour moi, c'est une dépression. Il n'y a pas de... Et d'ailleurs, enfin, Joe, pendant que tu traversais cette période, est-ce que tu as pensé une seule seconde à consulter ou à en parler? Et sinon, pourquoi? Après, enfin, je pense que chacun pourra dire ce qu'il aurait fait dans cette situation. Bah, ça m'a jamais traversé l'esprit même de consulter ou ce genre de truc. Et j'avais pas envie de parler de mes problèmes aux gens. Tu vois, j'ai envie de se garder parce que je sais que tout le monde a des problèmes. Et je veux pas en rajouter. Donc, je garde pour moi. Ou soit je le mets sur une feuille, tu vois, je le couche sur une feuille. Et je l'écris juste quelque part. Mais consulter, ça m'a jamais... Parce que c'était pas extrême, tu vois. Je me suis dit, vas-y, ça va passer. Donc, je suis resté dedans comme ça. Et... ouais. Après ça, j'ai souvent des épisodes de down où je n'ai envie de rien faire. Je n'ai pas envie même de créer, de faire de la musique, rien du tout. J'ai envie d'être seul, un peu comme toi. Ou j'ai envie d'être dans mon coin quand on ne me parle pas, tu vois. Et il y a des gens qui comprennent pas, tu vois. Mais c'est juste toi, tu as envie d'être de ton côté, que rien ne se passe. Et voilà. Mais aujourd'hui, quand j'ai beaucoup de choses sur le cœur, soit j'en parle à des amis, souvent j'en parle à Marley, big up à Marley, Big up à elle. Team Project. Du coup, soit j'en parle à Marley, tu vois. Et j'en parle souvent à maman. Quand c'est plus personnel, j'en parle à maman, tu vois. Donc ça me permet de me décharger et d'aller mieux. Par rapport aux gens avec qui, bah, un peu comme toi aussi, j'ai pu en parler à Marley quand j'étais dans ces périodes-là. Donc, ouais, elle reçoit beaucoup de confessions nocturnes. Moi, j'ai jamais pu en parler à mes parents, à ma mère et tout. Je me dis, tu gères ça de ton côté, quoi, tranquille. De toute façon, je gère ça, va, tranquille. Il y a qu'un seul, bah, justement, en parlant avec Marley, à un niveau, elle m'a dit, bah, que je devrais peut-être consulter et tout. Qu'elle connaît des amis qui ont consulté, qui allaient beaucoup mieux après. Donc, armé de mon courage et de mes pieds, non, et de mes doigts d'abord. Donc, j'ai pris un rendez-vous déjà chez un généraliste. Parce que j'ai fait plein de recherches pour savoir si j'avais besoin de parler à un psychologue ou à un psychiatre. Je savais pas c'était quoi la différence. Donc, j'en avais aucune idée. J'ai fait beaucoup de recherches dessus. Et finalement, je me suis dit, bon, on va aller parler à un généraliste. Et la personne verra justement de quoi j'ai besoin. Donc, dans cette période-là, justement, il y avait un anniversaire. Non, il n'y avait pas un anniversaire. Il y avait une crémaillère le jour-là. Je suis allé, du coup, chez le médecin. J'ai eu plein de tâches à faire. J'ai posé toute ma journée. Je suis allé chez le médecin. Je lui ai parlé de ma vie, des problèmes que j'avais, de la mort de mon père. On va rebondir sur ça plus tard. Et avec tout ce que je lui ai raconté, elle m'a dit que j'étais pas forcément déprimé. Peut-être que j'avais envie de parler à quelqu'un, mais que tous les symptômes que je lui décrivais, justement, que ça se rapprochait plus du burn-out. Donc, moi, je me suis dit, comment ça, burn-out? Genre, ça va dans ma vie, quoi. Genre, je travaille pas tant que ça. Comparé à certains, genre, je finis à 17h30 et ensuite je vis ma vie et tout. Donc, vas-y, quoi. Des fois, j'arrive en retard au taf.
tranquille, commence à burn-out. Elle m'a dit, bah oui, que je décris les symptômes du burn-out et tout. Donc, j'ai discuté avec elle, m'a donné le numéro d'un thérapeute. Je suis jamais allé le voir parce que, vas-y, flemme un peu. Mais quand je suis rentré chez moi, le jour-là, par exemple, j'ai pleuré. Genre, fort, fort, fort. Je suis resté dans mon lit un bon moment, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais pourquoi? Genre, je voulais m'arrêter de pleurer, mais je pouvais pas. Là, par exemple, j'ai senti que j'ai libéré quelque chose. Et là, la crémaillère, j'avais plus envie d'y aller. C'était juste après, c'était la crémaillère d'une pote Esta. J'avais plus envie d'y aller parce que je me disais, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je suis pas bien, je vais aller faire semblant d'être bien. Ce qui est encore pire, en Ah, fait, ça. mais finalement, j'ai pris un Bolt. Parce que je sentais que je pouvais pas prendre les transports. J'avais peur de retomber en larmes, de pleurer et tout ça dans les transports. Du coup, j'ai pris un Bolt. Je suis allé à la crémaillère. J'étais un peu calme dans mon coin après, mais revoir des potes, justement, ça m'a fait du bien, quelque part. Je suis même resté, j'étais parmi les derniers à partir de la soirée, là, finalement. Et en rentrant, voilà, un truc que je fais souvent quand je vais mal, c'est que je vais marcher. Il y a Joe souvent qui me voit mes stories très tard, le soir et tout, et qui dit, toi, t'as pas peur et tout, quand t'agresses la nuit comme ça et tout. Ouais, vélo. Ouais, vélo très tard dans la nuit et tout. C'est un truc que je fais qui me fait du bien. Mettre mes écouteurs, aller marcher dans la rue, sans forcément un but, juste marcher. Quand je rentre à la maison, j'ai perdu quelques calories et je me suis aéré l'esprit. Donc voilà un peu. C'est vrai que tu traînes avec les gens et tout, parce que bah, pour le coup, là, on est entre amis. Et parfois, il y a des choses que tu vois pas, donc tu peux même pas t'imaginer qu'une personne, avant que tu la vois là, a passé des minutes chez elle à pleurer. C'est, je trouve que c'est chaud. Et en fait, c'est encore plus dur si tu te sens pas à l'aise à l'idée d'en parler ou que tu te sens obligé de devoir le cacher, et de faire semblant. Parce que je pense que c'est vraiment horrible cette impression de mettre un masque où tu souris, alors que, bah, au fond, C'est là où les réseaux sociaux sont vraiment à double tranchant là-dessus, en fait. Parce que, on peut avoir des moments où on est complètement down, mais on partage une photo de nous ou une story de nous. Souriant et tout. Où on sourit et tout, et les gens sont pas au courant, en fait, que ça, c'est pas évident. Genre, t'es en vacances à Dubaï, mais en fait, ça va pas, quoi. Bon, on va dire. C'est pas doux. En fait, Dubaï. On va passer à l'artiste. Son petit prénom, c'est fait, mais c'est l'artiste qui va nous parler de deuil. Du deuil, c'est ça. Du deuil. Ouais. Donc, du coup, le micro est à toi, on t'écoute. Ok. Alors, il y a 7 ans, le 17 février 2016, j'ai perdu mon petit frère qui était la personne dont j'étais le plus proche, concrètement, ici sur Terre. Et disons que par rapport à cette expérience-là, avant que ça n'arrive, j'ai eu des espèces de signaux que j'ai refusé de voir. En fait. J'ai d'abord eu un premier signal, je crois en 2019 au lycée, où j'avais le sentiment j'avais un sentiment de manque, l'impression d'avoir perdu quelqu'un. Et je comprenais pas ce sentiment-là. Donc, vu que je suis un artiste et que je dessine, j'ai essayé d'imaginer cette personne et de la dessiner. Et le rendu que j'ai eu, c'était la tête de mon frère, mais avec des dreadlocks. À l'époque, on n'avait pas de dreadlocks. Donc, je me suis dit, ok, j'ai juste jeté le dessin. J'ai eu un deuxième signal, je crois, en 2014, où j'avais fait un rêve. On dormait dans la même chambre, lui et moi. On était en coloc à Bobigny. Et j'avais fait un rêve dans lequel il avait eu un accident. Et je me suis réveillé de ce rêve, je l'ai réveillé et je lui ai dit, mec, si tu fais ça, je sais pas ce qui va m'arriver. Donc, tu me fais pas un coup comme ça. Et c'est sa réponse qui a été le deuxième signal pour moi. Il m'a dit, je serai pas toujours là pour toi. Donc ça m'a marqué. Le dernier signal que j'ai eu, c'était en 2015, où concrètement, je l'ai fait venir aux Beaux-Arts et à mon atelier, il y avait une soirée, un truc comme ça, bref. Je l'ai fait venir aux Beaux-Arts et j'ai pris une photo de lui avec sa copine dans mon atelier. Et sur la photo, sur le résultat de la photo, on aurait dit une espèce de photo nécrologique parce qu'il regardait dans le vide. Et ça aussi, ça m'a marqué, mais j'ai mis ça de côté. Sauf que 17 février 2016, il a eu un accident. Il était à l'arrière d'une Fox rouge, 3 portes. Et le conducteur était bourré. Le mec perd le contrôle du véhicule. Le véhicule se retrouve, ça s'est passé à Amiens. Le véhicule se retrouve dans le fleuve, la Somme. Les 3 réussissent à sortir du véhicule. 2 réussissent à s'accrocher, mais le 3e est emporté par le courant.
et son corps est retrouvé 1 mois plus tard, le jour d'anniversaire de notre mère. Donc, à partir du moment où j'ai eu la vérité, j'ai été le premier de la famille à avoir la vérité, il fallait la transmettre. Et donc, je l'ai d'abord dit à sa copine, et c'était la première fois que je prononçais ces mots, à savoir, on a retrouvé Marc Hervé, MH est mort, MH est mort, MH est mort. C'est la première fois que je prononçais ces mots, aussi bien pour elle que pour moi. De là, j'ai contacté mes parents. Ma mère pensait que je l'appelais pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Je l'ai appelé pour lui dire, maman, ils ont retrouvé Marc Hervé. Marc Hervé est parti. Elle a coupé l'appel. Donc, après avoir prévenu sa copine, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit qu'ils avaient retrouvé donc son fils et que son fils était parti. De là, l'appel a coupé et 10 minutes plus tard, mon père m'a rappelé en me disant, on connaît la vérité. Soyons forts, soyons forts, sois fort, mon fils, j'ai besoin que tu sois fort. Donc de là, j'avais intégré que, ok, c'est factuel, c'est acté, mon frère est parti. Et maintenant quoi? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? De là, j'ai tenu bon jusqu'à l'enterrement. Et à l'enterrement, pas une larme. J'étais debout, droit, pendant la mise en terre, donc du coup, de mon frère dans son cercueil. Et c'est après l'enterrement, quand je suis revenu à Paris, que j'ai fait face donc du coup à la dépression et que j'ai dû commencer à encaisser donc mon propre deuil. Et c'est une étape qui est clairement liée à la dépression aussi. C'est une étape où tu restes enfermé de ton côté, où comment dire ta vision du monde change complètement et tu perds complètement le plaisir de tout. Plus rien ne t'intéresse, tu n'as envie de parler à personne et également tu ne peux pas, tu n'arrives pas à trouver un peu cette force il faut de la force en fait pour comment dire livrer aux gens notre faiblesse ou un peu nos moments où on est comment dire down. C'est quelque chose de fort que de livrer à quelqu'un parce que c'est de la vulnérabilité, c'est vraiment de vulnérabilité. Et quand on a un homme justement en fait que ce soit, enfin, peu importe que tu sois en Afrique ou que tu sois en Europe, quand tu es un homme, il y a cette espèce de truc qui fait que tu peux pas te permettre d'être vulnérable en société, en tout cas. Donc, quand tu prends le truc et tu le dis comme ça, ça peut être long et compliqué. Il y a des gens qui peuvent garder le silence et rester devenir d'autres personnes comme ça, sur 15, 20 ans. Personnellement, mon deuil a duré 6 ans. J'ai passé cette étape du deuil. Je ne suis plus en deuil par rapport à mon frère aujourd'hui. Mais il a fallu faire, comment dire, il a fallu que quelqu'un me dise que je ne pouvais pas me laisser abattre comme ça et que mon frère ne serait pas heureux de me voir comme ça. Donc dans l'idée où mon frère, en esprit, serait toujours en contact avec moi et que la manière dont elle m'a dit la chose, ça m'a fait me sentir vraiment compris, dans le sens où elle comprenait ma peine, mais à la fois elle voulait m'expliquer que en fait, le deuil, par rapport à ce que je suis en train de vivre, il y a personne d'autre que moi-même qui pourrait me permettre de sortir de là. Et que c'était une décision, un choix à faire. Et donc à ce moment-là, après cet appel, j'ai parlé à mon frère. Je lui ai dit, écoute mec, j'ai compris qu'il est temps en fait pour moi de te laisser partir en fait. Et je continuerai à vivre pour deux. Et au moment où j'ai dit ça, il y a une pensée qui s'est glissée dans ma tête, qui n'était pas de moi. Je vous jure qu'elle n'était pas de moi. Cette pensée qui s'est glissée dans ma tête, on aurait dit qu'il me répondait, il me disait, tu n'as toujours pas compris. Je te demande pas de vivre pour deux, je te demande de vivre pour toi. Là, j'ai fait, ok. J'ai rigolé un coup, j'ai fait, ok, that's good. T'inquiète, je vais vivre pour moi. Je sais qu'il fait son chemin et moi, je fais le mien. Donc, du coup, quand je parle de mon frère aujourd'hui, ce n'est plus avec les larmes, c'est plutôt avec le smile. Voilà ce que je peux dire. C'est beau. On se remet Des pas. émotions. Vraiment. Vous voulez des mouchoirs? Là, je voulais faire en plus court, tu vois, je voulais pas trop rentrer dans le truc parce que c'est un film, cette histoire, c'est un film de fou. Il m'a fallu, au départ, je ne l'exprimais pas, mais il y a eu un moment où j'ai commencé à parler. Ça a commencé à sortir. Je parlais pas avec beaucoup de gens, juste quelques personnes, des potes des Beaux-Arts qui ont été avec moi dans cette aventure, ou sa copine qui a vécu avec moi pendant cette période-là. J'ai commencé à exprimer des choses que je ressentais. Et comment dire,
le fait est que quand tu parles à des gens qui ne sont pas forcément proches de cette histoire et que tu leur racontes le truc, il y a un choc également, un choc émotionnel qui se crée. Et t'as l'impression de créer une espèce de malaise, alors que c'est pas ton objectif, c'est vraiment juste, tu livres ton histoire, ce que tu ressens, et après tu te dis, mais t'avais pas forcément envie de mettre la personne mal à l'aise, mais tu l'avais mal à l'aise, c'est comment en fait? Donc tu fais attention aux gens avec qui tu partages aussi cette histoire-là, parce qu'il y a des gens qui peuvent l'encaisser, qui peuvent discuter de ça. Il y a d'autres personnes qui peuvent ne pas l'encaisser aussi. Ouais, donc il faut savoir faire la différence, la distinction entre les deux, et c'est pas évident. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage, en fait, de te sentir obligé de, par exemple, te censurer par rapport, enfin, parce que, bah, tu te dis, bah, cette personne-là ne pourra pas l'encaisser, alors que, Ouais. bah, enfin, c'est ton histoire, c'est ce que tu as vécu, Mais enfin, c'est justement un peu comme ce que Joe disait, en fait. T'as pas envie tu te dis que les autres personnes ont leurs problèmes et t'as pas envie d'en ajouter aussi à leurs problèmes, tu vois. Alors que, bon, toi, tu vis ton truc, le truc qui est compliqué pour toi, mais c'est une douleur incommensurable, inexplicable, en fait. En vérité, on peut pas sonder le truc. Moi, je l'ai vécu à ma façon. Je sais que mes parents l'ont vécu différemment et mes cousins et tout ça. Chacun d'entre eux l'a vécu à sa façon. Et il faut savoir l'exprimer. Il y a des gens qui ne sont pas forcément prêts à l'entendre. Et comment t'as surmonté le côté où t'avais des signes et tu faisais souvent attention, souvent pas attention, et là tu te dis que j'ai eu des alertes au fait. En fait, le truc, c'est que par rapport à ces alertes, comme je les avais éclipsées automatiquement, quand l'accident de mon frère est arrivé, en fait, en vrai, j'ai même oublié un 4e signal que j'ai eu quelques jours avant le truc. C'est sa copine qui me disait, j'étais dans un moment de down par rapport aux beaux-arts. J'étais pas en dépression, mais j'étais dans un moment de down par rapport aux beaux-arts parce que je me sentais pas à ma place. Et elle me disait, et je travaillais pas, en plus, genre, je produisais pas, elle me disait, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te bouges parce que quelque chose va te tomber dessus, ça va être violent et tu ne sauras pas comment réagir. Il faut que tu te bouges maintenant. Et, bref, j'ai éludé ces choses-là. Ce n'est pas, après, quand il y a eu cet accident et qu'il y a eu tout ce processus, en fait, tu rentres totalement dans un film et il y a des éléments comme ces signaux-là, en fait, que tu n'y penses même pas, t'es pas dedans, tu vois. Et c'est après, il y a eu un moment où j'ai eu une espèce de révélation, de choc, en me disant, mais putain de merde. En fait, j'ai eu des signaux de ce truc plus d'une fois. Et j'ai refusé d'écouter ces signaux. Ce qui est logique, en fait, parce que jamais tu vas t'imaginer que la personne que tu aimes le plus au monde va disparaître comme ça du jour au lendemain, tu vois. Et quand j'ai eu ce choc et j'ai réalisé le truc, j'avoue que j'étais déboussolé, un peu désarçonné. Mais comment est-ce que je l'ai géré avec les signaux? Pour moi, les signaux étaient juste une confirmation du niveau de connexion que j'avais avec lui, en fait. Genre, pour arriver au point comment dire, d'avoir des signaux de son départ bien avant son départ, c'est qu'effectivement, la connexion que j'avais avec lui était juste très, 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 très forte. Ouais. Est-ce que dans ce processus-là, depuis la mort de ton frère jusqu'à ce que tu décris comme la fin de ton deuil, tu parlais souvent avec tes parents, enfin, tu en parlais souvent avec tes parents, est-ce que tu en parlais avec des personnes, est-ce que tu as été suivi par un thérapeute, enfin, comment est-ce que ça s'est passé? Il y a eu d'abord l'étape où on a eu donc une période de phase de recherche. Donc, moi, dès que j'ai eu la nouvelle que je suis allé sur Amiens pour les recherches, j'ai cherché personnellement avec sa bande de potes pendant 2 semaines. Au départ, on était 5, puis après, on était une vingtaine. Bref. Et après, mon père m'a dit, bon, il faut que tu rentres à Paris, il faut que tu bosses. Donc, je suis rentré à Paris et j'ai essayé donc de rester concentré sur mon taf. Et du coup, dans cette période-là, en fait, on n'était pas souvent en communication, mes parents et moi. Et je parlais que avec ma petite équipe de musiciens des Beaux-Arts. Et derrière, je crois que quand je suis rentré aussi à Cotonou et qu'on l'a enterré, en fait, vraiment, je contenais tout ce que je ressentais, en fait. Donc, du coup, je ne parlais pas de ça aux gens. Et j'essayais même, en vérité, au moment après l'enterrement, ma mère m'a dit
que heureusement que j'étais debout et que je n'ai pas versé une larme. Parce que si moi j'avais craqué, tout le monde aurait craqué. Mon grand frère qui était juste à côté de moi pendant la mise en terre, il s'est effondré, il était en train de chialer. Dans ma tête, à cet instant-là, j'étais en mode, mec, lève-toi, putain. Lève-toi, putain. Genre, j'avais besoin d'une figure, en quelque sorte, sur laquelle me raccrocher pour pouvoir continuer de rester debout, mais je l'avais pas. Petit à petit, il y a eu un pasteur qui est en contact, du coup, de mes parents, depuis que je suis petit, qui me connaît, qui a essayé de me mettre dans un premier processus pour sortir le trop-plein, le trop-plein d'émotions que j'avais parce que je ne lâchais strictement rien, tu vois. Et donc, on s'est retrouvés à 4-5 à la maison, et je me souviens de cette scène où je me suis mis sur un genou. C'était une espèce de prince comme ça qui salue le roi. Je me suis mis sur un genou, le poing au sol, et m'a dit, laisse sortir le truc. J'ai hurlé comme je n'ai jamais hurlé de toute ma life. Un genou comme ça, et ça m'a permis de sortir un premier trouble. Après, je pense que ce n'était pas la première année, mais peut-être 2 ans après que j'ai pensé, enfin, c'est pas moi qui ai pensé, mais ma tante, ma tante m'a conseillé de voir un psy. Et elle m'a donné un contact, donc du coup, d'un psychologue, avec qui j'ai échangé, je l'ai vu une première fois, donc du coup, là où il fait son truc, et puis après, on a échangé principalement à distance, en facecam, et il me disait qu'il fallait que je mette un peu plus de lumière chez moi, que je crée une atmosphère, en fait, qui puisse permettre à des bonnes ondes, de bonnes énergies d'entrer, quoi. Mais je le faisais, mais ça a pas vraiment eu d'incidence sur les émotions que je ressentais. Ça s'est fait vraiment petit à petit, ce processus pour sortir de ce deuil s'est vraiment fait petit à petit, et même jusqu'en 2022. En 2022, je sais pas, c'est en 2022 que j'ai fait mon deuil, que je suis sorti de mon deuil. Bah, je me souviens, en 2022, j'étais pas bien. Genre, pas comme au premier jour, mais j'avais toujours les larmes, j'ai toujours envie de chialer et tout ça, et je ne le partageais pas aux gens, ça. Je me souviens que je sortais avec une nana à cette période-là, et on essayait d'apprendre à se connaître. Et il se fait qu'avec ce passif-là, j'avais besoin d'une certaine attention de sa part que je n'ai pas reçue. Et comme je l'ai pas reçue, bah, j'ai automatiquement rejeté cette personne et j'ai rompu avec elle, tu vois. Donc, c'est vrai que nous les hommes, on est plutôt face à nos émotions. On ne peut pas se permettre je sais pas si c'est la société qui nous a fait comme ça, mais on peut pas se permettre de renvoyer nos énergies comme ça aux gens, en fait. On se dit, là, on est censé être fort, c'est la maladie des blancs, tout ça, machin. Et, comment dire, on est censé on est des descendants de gens qui ont la présence, de gens qui sont forts et tout ça. Donc, on prend ça en compte, et alors, en fait,